Les 5 choses les plus dures dans notre combat, c'est le titre que j'ai choisi pour cet épisode numéro 4. Bienvenue sur Jouréa. Alors, je pense que cet épisode tombe sous le sens et va beaucoup vous parler. C'est l'une d'entre vous qui me l'a clairement inspiré en fait, donc je pense que tu vas te reconnaître, donc merci. En effet, c'est très difficile pour tout le monde de se mettre à notre place, de savoir en quoi c'est difficile, parce qu'une maladie invisible, encore une fois, on va nous dire mais il a l'air bien, il a l'air d'aller bien ton fils, tout va bien. Et c'est vrai que du coup c'est très très difficile de se mettre à notre place, donc j'espère que cette vidéo pourra à la fois aider ceux qui ne connaissent pas la maladie et pour ceux qui la connaissent, vous me direz si vous aussi c'est les mêmes choses ou alors s'il y a des petites différences sur ce quotidien qui est vraiment pas évident. Alors la première chose que j'ai décidé de vous parler, c'est l'incertitude. Selon moi, c'est la chose la plus difficile à laquelle on doit faire face au quotidien. Tout simplement parce qu'il y a déjà l'incertitude du départ, où on part déjà sur une base affreuse de se dire, mon Dieu, tant que le diagnostic n'est pas posé, mais qu'est-ce qu'on fait mal, quel est le problème, etc. Donc déjà, on part avec ce gros bagage-là, où on est clairement on est très très bancal et on n'a aucune certitude sur rien du tout. Sans parler qu'il y a eu l'allaitement aussi qui s'est greffé à ça, de se dire, mais est-ce que vraiment ce que je mange lui fait du mal ou pas? Parce que si on écoute les médecins, non, c'est impossible que ce que je mange l'influe. J'ai entendu ça un nombre de fois incalculable et il s'avère que c'est faux. Voilà, cette incertitude est hyper pesante. Et là encore, même 3 ans après, où on ne sait pas si finalement c'est une mauvaise introduction ou alors il avait juste un peu d'angoisse, un peu de stress et que finalement c'est ça qui a influé une mauvaise nuit, ou alors si c'est ce que moi j'ai mangé, ou alors si c'est juste un problème au niveau du seuil, parce que chacun de nos enfants ont des seuils. Donc j'ai envie de vous dire, peut-être que ce jour-là, il y avait que 10 grammes qui passaient et pas 20. Donc en fait, on peut pas se dire que l'aliment ne passe pas, puisqu'en fait, il a quand même un degré qu'il tolère. Enfin voilà, il y a un nombre de facteurs. On a nous-mêmes un journal alimentaire à rallonge. D'ailleurs, on est en train de travailler là-dessus pour essayer un petit peu d'optimiser. Ça, j'aurai l'occasion de vous en parler un peu plus tard. Et en fait, il y a que en recroisant les données, en tout recoupant un par un, qu'on arrive à tirer des conclusions. Et sincèrement, je trouve que d'avoir des conclusions et des choses certaines, c'est quasiment impossible. En tout cas, là, moi, avec l'allaitement, ça rajoute aussi un facteur supplémentaire. Et c'est vrai que c'est vraiment très difficile de ne pas savoir. Encore une fois, ce jour-là, il peut y avoir un changement brutal de température qui lui a fait du mal. Ça, c'est les grosses difficultés du SAMA aussi. Faut prendre en compte les facteurs environnementaux. Ça, on l'a appris que très récemment. Ça peut être aussi un problème au niveau de la lessive, du savon. Et en fait, à part balayer tout un par un, et franchement, plus le temps passe et plus c'est compliqué parce que c'est un enfant qui a faim aussi. Donc, c'était plus simple au moment où il y avait finalement que mon lait. Et là, maintenant, c'est très difficile. Donc l'incertitude, sincèrement, sans aucun doute, je mets ça en numéro 1. Ensuite, pour moi, la deuxième chose la plus difficile dans notre combat, ce serait la culpabilité. Moi, je suis quelqu'un qui me remet énormément en question de façon générale dans ma vie. Et là, c'est vrai qu'au départ, déjà, on se dit, mince, pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a fait de mal ? Il y a aussi ce facteur génétique, il y a aussi de se dire, en fait, c'est nous qui lui avons transmis ces problèmes-là. On n'en est jamais vraiment sûr, mais c'est vrai que là, nous, on n'a pas encore fait, justement, on aimerait bien faire ces tests-là, voir si c'est vraiment ça le problème, si le problème, il vient de vraiment très loin ou pas. Mais on a déjà cette culpabilité-là, de se dire, en fait, ça se trouve, c'est notre faute. Pauvre loulou, il a rien demandé, donc on a, cette culpabilité déjà en général qui est très difficile, je trouve. On a beau nous dire que c'est pas de notre faute, n'empêche que les faits sont là, en fait, c'est vraiment compliqué. Et puis la culpabilité au quotidien, j'ai envie de dire. J'avais déjà fait une petite vidéo là-dessus sur mon Instagram où on va craquer sur quelque chose parce que on est chez des amis et puis il y a quelque chose qui est sur la table et puis ton enfant veut absolument goûter. Alors pas trop dans une mauvaise période, donc tu lui fais manger un petit morceau et puis tu te rends compte en fait que 24 heures plus tard, c'est une catastrophe, mais vraiment une catastrophe. Donc là, tu t'en veux, bien évidemment, tu te sens coupable, tu te dis pour une bouchée, en fait, c'est une catastrophe. Il y a aussi moi, ce que je mange. Encore une fois, des fois, c'est difficile de tenir. Moi, je fais beaucoup d'évictions. Et encore, c'est mieux. J'aurai l'occasion d'y revenir aussi, mais je fais énormément d'évictions. Donc, à tout moment, on se dit qu'en fait, juste, j'ai mangé un morceau de trop de pain ou de je ne sais quoi. Et en fait, c'est à cause de ça. Et il aurait mieux fallu que ce soit un test plutôt que ce que moi, je mange qui le fasse souffrir. Donc, moi, je ressens énormément de culpabilité à chaque fois, clairement. Donc voilà, donc c'est vraiment ça, je trouve que c'est très difficile. Mon mari, lui, par exemple, il va culpabiliser de fait de ne pas pouvoir
faire les nuits au même titre que moi. Voilà, hein, c'est vrai qu'on va pas se mentir, c'est moi qui prends en charge les nuits, déjà parce que lui travaille, mais également parce que mon fils ne veut que moi quand il a mal, quand il a ses douleurs, voilà, il veut que maman, c'est comme ça. Maintenant, donc mon mari lui culpabilise de pas pouvoir faire plus. Quand il voit que je suis au bout du rouleau, il aimerait, et en fait malheureusement des fois c'est pas possible. Donc voilà, je dirais que notre quotidien est fait aussi de culpabilité, et ça c'est vraiment vraiment pas évident. Donc on s'en accommode, mais parfois on a besoin de se sentir un peu rassuré, mais ça revient très très vite au galop. Et je pourrais également recouper ça aussi, vous savez, avec l'inquiétude, parce qu'il y a de la culpabilité, mais il y a aussi beaucoup d'inquiétude, de se dire, mais en fait, là, nous, on a un petit loulou qui a des grosses carences en fer. Mais on se dire, mais à quel moment, en fait, il va tomber par terre? On a eu beau essayer les compléments, je veux dire, nous, on a un vrai souci au niveau des introductions de protéines. En fait, il y a rien à faire. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Et on sait, à chaque prise de sang que l'on fait, il a un taux, son dernier, c'était 5, je crois. On a un taux, on est ras des pâquerettes, quoi. Et on sait, un adulte qui manque de fer, ça va être des baisses de tension, ça va être des malaises, des choses comme ça. Donc il y a aussi cette inquiétude-là. Donc, ça fait aussi culpabiliser malgré tout, parce qu'on se dit, ouais, mais j'y arrive pas, quoi. J'arrive pas à le booster, j'arrive pas à lui faire du bien comme ça, et c'est vraiment pas évident. Ensuite, j'ai choisi de vous parler en numéro 3 de la solitude. Alors, la solitude de façon très générale, aussi bien face au corps médical. Je veux dire, on a été très très seuls, et on l'est encore aujourd'hui. Entre ceux qui ne connaissent pas ou ne comprennent pas et le disent, officiellement ils le disent, écoutez, je vous conseille plutôt d'aller voir tel ou tel médecin, et voilà, ils avouent. Il y a ceux qui te disent que finalement c'est toi qui es en tort, non, ça ne peut pas être ton lait, non, s'il ne réagit pas aux médicaments, c'est qu'il n'a pas de SAMA. Enfin, j'ai entendu énormément de choses sur ça, et en fait on se sent seul, on est face au médecin et on se sent complètement seul, et sans parler du coup voilà, là au sens général de l'errance médicale énorme à laquelle on a fait face et à laquelle on fait encore face aujourd'hui. Donc ça, c'est la solitude au niveau du corps médical, mais également au niveau de nos proches, hein. J'en ai parlé déjà dans l'épisode numéro 3, mais clairement, les proches ne comprennent pas. Je veux dire, parce qu'ils le vivent pas. Et on peut pas leur reprocher. Je veux dire, ils le vivent pas, ils ne comprennent pas. Mais du coup, nous, on a un quotidien qui est vraiment, vraiment pas évident. Donc oui, c'est vrai que ce sentiment de solitude est vraiment très pesant. Et également, moi, je me sens très seule. J'ai beau avoir un conjoint extrêmement présent. Là-dessus, on est une équipe, on est un bloc. N'empêche que, la nuit, quand c'est moi qui gère, je me sens extrêmement seule. Et c'est pas facile. Sincèrement, c'est pas facile parce que je fais des massages pour faire du bien à son petit ventre. J'essaie de le tenir dans telle ou telle position pour faire sortir des petits gaz. Je pense que vous allez vous reconnaître. Des fois, on reste assis parce que, et moi, il y a le nombre de fois où il dort complètement sur moi pour me dire, là, il est dans une position verticale, ça va permettre un petit peu de faire sortir tout ce qui est à sortir, etc. Et on se sent très seul. Je crois que la solitude de la nuit, c'est quelque chose pour moi. Donc voilà, et c'est vrai que ça aussi, c'est très très dur. C'est très très difficile à gérer au quotidien, cette fameuse solitude. En numéro 4, j'ai décidé de vous parler aussi de notre quotidien. Parce que notamment le fait de faire des bouillons à notre fils, voilà. On lui fait des bouillons donc tous les 2 jours, qui cuisent pendant 6 à 8 heures pour son fenouil, etc. En fait déjà de 1, on doit couper du fenouil tout le temps. Merci à mon chéri qui en coupe tous les soirs, un jour sur 2, etc. Enfin, c'est vraiment, vraiment pas évident à faire, de tenir ce rythme alors qu'on a qu'une envie, c'est d'aller se coucher, etc. Donc déjà, il y a ça. Le lendemain, faut le faire cuire et puis du coup, on est un peu assigné à résidence, hein, on va pas se mentir, parce que voilà, on peut pas non plus se déplacer chez les gens parce qu'on va pas se ramener avec notre marmite pour faire notre bouillon. Donc en fait, déjà, un jour sur 2, on est un petit peu en galère de savoir comment on va organiser la journée puisque ça tourne autour du bouillon. Voilà, on a quand même 6 à 8 heures où ça doit tourner. Ensuite, le quotidien de façon générale, sur les siestes, ça on en avait déjà discuté. Nous, on est obligé de mettre un point d'honneur sur les siestes parce que on sait pas. On sait pas si la nuit d'avant a été mauvaise, si la prochaine le sera, et il a besoin de dormir. Et très souvent, les nuits sont affreuses. Donc en fait, il rattrape en sieste. Donc du coup, nous, même une simple invitation à manger chez nos proches, c'est tout un truc. C'est de se dire, est-ce qu'il va pouvoir faire sa sieste correctement? Comment je vais gérer ça? Enfin voilà, le quotidien, il est pas évident pour ça aussi. Donc c'est vrai que là-dessus, je pense que peu de gens se rendent compte vraiment.
Je vais également vous faire ça, j'aimerais vraiment réussir à vous faire ça, une vidéo de notre quotidien, une 24 heures ou 48 heures avec nous, et je vous filme tout pour vraiment vous rendiez compte vraiment de ce parcours, quoi, vraiment minute par minute. Donc ça, je pense que ça pourrait être intéressant de vous le faire. Donc je pense que oui, voilà, l'une des choses les plus difficiles, c'est quand même le quotidien. Moi, il faut savoir que voilà, pour qu'il s'endorme, des fois, j'y passe 10 minutes à le bercer, ou alors parfois ça peut mettre 1 heure et demie. Il y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, il s'est endormi à plus de minuit, il me disait qu'il avait mal au ventre, etc. Et nous, bah non, on lui donne pas de Doliprane. Ou alors vraiment, quand ça va vraiment pas, là, il avait fait un épisode de fièvre qui était affreux. J'avais été obligée de lui en donner, j'avais essayé d'atténuer ça avec du charbon. On a vu que ça l'aidait pas mal au niveau de ses gaz et tout ça, et on s'en était sorti grâce à ça. Mais c'est vrai que sinon, on avait beau tester n'importe quelle façon, suppositoire, préparation magistrale, il y a rien. Et c'était le moins pire pour nous, en tout cas, cette solution-là. Donc voilà, donc c'est vrai que du coup, le quotidien, il est vraiment pas évident, parce qu'il faut aussi gérer la fatigue, la charge mentale. Je vais pas vous faire un dessin entre tout gérer, l'introduction, savoir ce qu'on va faire au quotidien, même les activités. Quand ton fils il fait une nuit affreuse, bah forcément le lendemain tu te calmes un petit peu, tu vas pas te lancer à aller faire 2 heures de course, etc. Alors que tu sais que ça va pas le faire, ça va mal se terminer. Après il y a aussi la fatigue. Moi-même, j'ai beaucoup plus de mal à être patiente et à gérer mon quotidien quand je suis fatiguée. Voilà, ça influe aussi sur le travail de mon mari, parce que là on a de la chance, il travaille en télétravail, etc. Donc il peut être présent, mais n'empêche que il doit aussi être présent pour son travail, donc c'est pas franchement évident, vraiment pas. Et je dirais, pour résumer un petit peu ce quotidien qui est très compliqué, c'est aussi la crainte en fait. On sait jamais quand est-ce qu'il va se réveiller, si la nuit va être bonne, mauvaise, si l'introduction qu'on va faire comme ça elle va être positive ou au contraire ça va être une apocalypse. On est constamment dans cette crainte et c'est très difficile parce qu'en fait on n'est jamais serein, ni pour les repas, ni pour les nuits, ni pour les siestes, ni pour une activité, parce que à tout moment en fait il était tellement épuisé que ça va mal se terminer. Donc on est vraiment tout le temps dans une crainte, sur une corde raide, on a du mal à souffler. Et c'est vrai que du coup, si on devait même me demander ce qui me manque finalement avant d'avoir été maman et tout ça, c'est de pouvoir être insouciant. Juste l'insouciance que je pouvais avoir avant d'être maman, et surtout maman d'un enfant qui a des difficultés comme ça. Et j'ai l'impression que ça, je pourrais jamais. Alors déjà, d'une façon générale, un parent tout court se fait toujours du souci pour son enfant. Mais alors moi, c'est multiplié par 10 en tout cas. C'est vrai que ça aussi au quotidien, d'être toujours dans la crainte, là, c'est vraiment pas évident. Et pour finir, je dirais aussi qu'il y a en numéro 5 le sentiment de ne pas être normal. De façon générale, en fait, on ne sait jamais si notre fils va nous faire une crise ou un caprice. Et en fait, est-ce que c'est juste parce que c'est l'âge et il a 2 ans et demi, 3 ans et comme on dit, le terrible tôt ou l'affirmation du caractère. Ou alors c'est juste parce que le gamin il est hyper fatigué et que comme nous, il a plus de patience et forcément on va lui dire une micro-réflexion et ça va partir au quart de tour parce qu'il sera épuisé. Et en fait on n'a pas envie de mettre tout sur la maladie, donc en fait ça rejoint un peu l'incertitude. On sait jamais si on doit être ferme à ce moment-là parce que c'est l'éducation et qu'il y a des choses qu'il doit comprendre, ou alors au contraire être hyper tolérant parce que l'enfant il a fait plein de mauvaises nuits derrière et voilà. Donc déjà ça c'est hyper compliqué et on se sent vraiment différent des autres là-dessus parce qu'on sait pas si nous, notre fils, est-ce que c'est un ange en temps normal ou est-ce qu'au contraire c'est un petit diablotin ou est-ce que, donc il y a beaucoup de choses où on sait pas. Donc il y a pas mal de fois où nous de toute façon on n'a pas du tout une éducation difficile. Au contraire, on est très dans l'explication, on verbalise beaucoup. Parfois c'est vrai que quand il y a des grosses colères, on sait pas trop comment agir parce qu'on sait pas si c'est une colère pure et dure ou alors si c'est il a juste mal au ventre quoi et que lui il le verbalise comme ça. Donc c'est vrai que ça c'est pas évident parce que tous les autres parents se posent pas ces questions-là eux en fait. Donc le fait de pas se sentir comme les autres, ça vient de là. Ça vient aussi de pas pouvoir le faire garder, en tout cas très peu de temps, parce que les siestes c'est moi, clairement. Moi je sais que il va se réveiller énormément les nuits aussi, donc je sais comment le gérer. Il veut que moi, donc là-dessus on n'est pas comme les autres. Voilà, on a réussi à trouver une petite jeune fille qui nous le garde de temps en temps à la maison, ce qui me permet de faire un petit peu de ménage, etc. Mais ça va être une demi-heure, 1 heure grand maximum. C'est bien,
c'est déjà très bien. Et n'empêche que c'est pas ça qui suffit à souffler vraiment. Enfin, là, moi, quand j'entends mes amis parfois qui laissent leur enfant un week-end complet chez les grands-parents, moi, ça me fait du mal aussi de me dire que clairement, on n'a jamais pu le faire depuis la naissance. Et c'est pas demain la veille qu'on pourra le faire. Parce que aussi, on a un quotidien compliqué. Rien que de donner un repas, on va pas se mentir, sans fenouil, il y a plein de fois où on doit faire des jeux, des pirouettes et des choses comme ça à côté pour qu'il l'accepte. Parce que là, il commence à en avoir sérieusement marre. Et c'est normal. Donc ça, je vais pas confier les repas à quelqu'un d'autre. C'est difficile, je trouve, parce que il va peut-être pas vouloir les manger. Alors, je l'ai fait la dernière fois à mon père, ça s'est bien passé, mais j'ai fait une moitié de repas, quoi. Donc voilà, c'est vrai que ce sentiment de pas être comme les autres, de pas pouvoir le faire garder, de pas pouvoir retrouver une vie sociale, même au niveau de notre couple, hein, franchement, on est hyper soudés et je suis super contente parce que je vois beaucoup de mamans pour qui c'est pas le cas. Donc je suis vraiment très reconnaissante de mon mari là-dessus. N'empêche que on est quand même aussi mis à rude épreuve. Je referai aussi pareil une vidéo parce que ça mérite un sujet complet, mais on est tellement absorbé par ce quotidien, etc., qu'on a très peu de temps finalement à nous. Et puis les discussions elles viennent beaucoup là-dessus, donc c'est vrai qu'on aurait besoin aussi de se retrouver comme les autres couples à parler de la pluie et du beau temps ou d'un projet ou d'autres choses, ce qui est pas le cas. Donc je dirais que ça aussi, le fait de ne pas se sentir comme les autres et de voir un peu les autres parents qui, eux, ont d'autres difficultés. Hein. Là, on a l'école qui va arriver. N'importe quel autre parent va pas trop se poser de questions. Moi, j'ai vu beaucoup de témoignages de mamans qui ont des enfants SAMA pour qui l'école, ça se passe très mal. Donc là, on va voir, il va y aller, on va tester. Ça va pas être toute la semaine au départ, ni des journées complètes. On va voir comment on va s'organiser, mais voilà, j'angoisse énormément de ça aussi. Donc je vais essayer de pas lui transmettre mon angoisse, mais voilà, les parents classiques, ils se posent pas ces questions-là. Ils vont accompagner, bien évidemment, parce que l'école, c'est un vrai sujet. Mais derrière, ils se posent pas la question de savoir comment ça va être géré quand il aura mal au ventre ou quand il voudra absolument quelque chose à manger parce qu'il aura faim dans la matinée. Même si je vais essayer de prévoir tout ça, je trouve que c'est vraiment pas évident. Donc voilà. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour, pour moi, des choses qui sont vraiment, vraiment pas évidentes dans notre combat. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Si déjà vous vous retrouvez dans ces 5 choses, si oui, laquelle vous parle le plus? Est-ce que c'est l'incertitude? Est-ce que c'est la solitude? Est-ce que c'est la culpabilité? Est-ce que c'est le fait de ne pas se sentir comme les autres ou est-ce que c'est le quotidien? Voilà, dites-moi parmi les 5 celui que vous mettriez vraiment en numéro 1. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas aussi. Je vous remercie d'avoir été là jusqu'au bout et de m'avoir suivi et de me suivre encore dans cette aventure. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Si ma vidéo te parle, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit j'aime ou encore mieux à t'abonner et je te dis à très vite sur Jouréa.